Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché avec moi. Comme d'habitude, c'est Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors, on regarde tout de suite ce que font les marchés aujourd'hui. On a eu le CAC 40 en hausse de 1,43%. Il a fini à 4569,79%. Le DAX également en hausse, les S&P 500 stable. Et très intéressant, en ce moment, le Nasdaq, il est en baisse. L'euro-dollar complètement stable, l'or légère baisse et le Brent il baisse de 1,52%. Et on va parler maintenant tout de suite de ce fameux Nasdaq. Laurent, qu'est-ce qui se passe avec le Nasdaq? Pourquoi ça baisse alors que le S&P 500 il est stable? Alors effectivement, le fait du jour, je l'ai trouvé du côté du Nasdaq 100, Falco, parce que c'est vrai que cette bougie n'est pas très belle. Vous la voyez ici. C'est une bougie d'avalement baissier qui s'est formée donc sous une résistance que vous voyez ici à 8949 points. Et cette bougie, elle a clôturé le gap haussier d'hier matin. Alors, évidemment, nous sommes à la mi-séance, il va falloir attendre 22 heures pour voir comment le Nasdaq 100 clôture. Mais qu'est-ce que cette bougie nous dit? Eh bien qu'il y a une possibilité de lecture, d'interprétation sur le Nasdaq 100 d'une entrée en consolidation. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait, d'ici la fin de la semaine, avoir donc des investisseurs qui pensent plus à prendre leurs profits plutôt que de continuer à payer les actions du Nasdaq. Et donc, on a différents paliers, Falco, à l'intérieur de cette lecture en consolidation. Un premier niveau de support intermédiaire à 8600 points. C'est également le point de passage de cette moyenne mobile à 13 jours qui arbitre bien les creux dans les rallyes. Et puis si ce niveau à 8600 ne devait pas tenir, on a un niveau suivant, donc à 8339, on va dire une petite fourchette de prix entre 8004 et 8340. Si vous regardez en bas de l'écran, vous voyez un RSI qui fait une divergence baissière. Elle n'est pas très jolie, cette divergence baissière, parce que elle n'a pas son premier sommet que vous voyez ici en zone de surachat. Donc ce n'est pas vraiment une divergence. Néanmoins, on voit bien que le momentum se ralentit avec ce deuxième sommet qui est plus bas que le précédent, alors que sur le prix, on a un deuxième sommet sur le Nasdaq 100 qui est plus haut que le précédent. Donc une lecture d'entrée donc en consolidation qui pour le moment ne peut pas être exclue, une lecture Falco qui serait rendue caduque si évidemment le Nasdaq 100 d'ici la fin de la semaine arrivait à clôturer au-dessus de 8949. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que le Nasdaq 100 clôture au-dessus de ce niveau? Il y a deux raisons principales. La première, c'est le FOMC qui a lieu actuellement aux États-Unis, qui va se terminer demain avec une prise de parole de Jérôme Powell pour une conférence de presse demain à 20h30. Deuxième élément qui pourrait refaire partir le Nasdaq 100 à la hausse, eh bien, ce sont les résultats d'entreprise, car il faut rappeler que Alphabet publie aujourd'hui ses résultats trimestriels. Demain, ce sera le tour de Microsoft et de Facebook. Et puis jeudi, c'est Apple et Amazon. Tu le comprends, ce sont les mastodontes de la côte Ouais. qui vont publier dans les 48 prochaines heures. Donc ça, effectivement, si il devait y avoir une déception, et encore une fois, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il peut y avoir une déception, même si les résultats trimestriels sont excellents, car le marché a tellement d'attentes par rapport à ces résultats du premier trimestre, que si les résultats sont effectivement très très bons, mais pas aussi bons que le marché les attend, eh bien ça pourrait provoquer une baisse. Donc voilà le contexte un petit peu technique et fondamental sur le Nasdaq 100. On est maintenant sur des valos qui commencent à être élevés. On est sous une résistance, donc il ne faut pas exclure une entrée en consolidation. Et de toutes les façons, Falco, on a intitulé cette émission Prudence et méfiance avant la Fed. Je crois que de toutes les façons, compte tenu des marchés qui sont un petit peu topiches, c'est vraiment le moment d'être méfiant et de surtout de ne pas tomber dans l'euphorie et dans la conviction que ça va continuer de monter no matter what. Merci Laurent. Maintenant, on va regarder le CAC 40. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a fini en hausse. Donc, de ce Oui, côté-là, ça va bien, mais il est en dessous d'une résistance aussi, lui, maintenant. eh ben oui, Falco. Pour tous ceux qui étaient avec nous à 15 heures, je disais qu'il allait peut-être réaliser l'exploit
de terminer, de clôturer au-dessus de cette borne basse, de ce gap du 9 mars. Eh bien non, le CAC 40 ne nous a pas surpris agréablement. Il s'est sagement contenté de clôturer pile poil sous, tu le vois, ce qui restait donc du gap baissier. Donc rien n'est joué de toutes les manières depuis lundi, c'est-à-dire depuis hier. Je vous répète que ce qui se joue pour le CAC 40 cette semaine, ça va être sa capacité ou pas à dépasser ce niveau de résistance important sur ce 38,2 à 4577. S'il y arrive, alors il pourrait y avoir un effet d'aspiration qui joue et qui pourrait l'attirer vers les 4800 points. Pour le moment, on voit un CAC qui évolue plutôt dans la partie supérieure du range par rapport à la partie inférieure. Donc ça nous dit qu'il y a quand même une pression acheteuse qui se manifeste, mais rien n'est joué, rien du tout. Donc je vous mets en garde de ne pas anticiper ce dépassement de résistance sur ces 4600 points parce qu'il pourrait tout à fait y avoir une énième déception. Alors, il y a eu un premier test ici, un deuxième ici, un troisième raté ici. On est sur le quatrième test de cette zone. Alors, est-ce que ça va être la bonne ou pas? Personne n'en sait rien, mais en tout cas, il vaut mieux laisser le marché nous dire ce qu'il souhaite faire plutôt que d'anticiper un dépassement de cette résistance parce que le piège, je le sens bien pour les haussiers. Donc, pour le moment, il faut rester discipliné et attendre que le marché nous donne le signal pour effectivement anticiper une continuation de la hausse. Merci Laurent. Maintenant, on n'en parle pas souvent en fait. L'Eurostock 50 en fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, j'avais envie de vous parler de l'Eurostoxx 50 ce soir parce qu'il envoie quand même, lui, dans ce marché qui envoie des signaux mitigés, un signal plutôt positif puisqu'on le voit, il a réussi à clôturer au-dessus de la résistance de ce petit range entre 2791 et les 2900 points. Il clôture à 2928. Donc, en théorie, on est en présence d'un indice qui reprend donc une tendance avec un target sur la projection haussière, enfin sur la projection de la hauteur du range à partir du point de rupture. Ça nous donne un target dans une fourchette de prix entre 3038 et 3083. 3083, c'est le 50% de retracement de toute la baisse précédente. Donc si effectivement il devait y avoir une continuation haussière dans l'immédiat. Et je vous le dis d'emblée, ce n'est pas mon scénario préféré pour le moment. Mais si effectivement il devait y avoir une accélération haussière d'ici la fin de la semaine, le prochain target sur l'Eurostoxx 50, c'est entre 3038 et 3083. Merci Laurent. Maintenant, on va retourner dans les États-Unis avec les S&P 500. Donc, on a vu le Nasdaq qui avait des ventes de profits, des gens qui ont pris des profits. Et maintenant, S&P 500, non, il continue en fait, non? Sur le S&P 500, c'est encore une fois un contexte mitigé. Chacun y trouvera midi à sa porte. Moi, ce que j'aime pas sur le S&P 500 aujourd'hui, c'est cette ouverture en gap haussier. Pour tous ceux qui étaient avec nous à 15 heures et qu'on regardait ensemble donc la préouverture et le comportement des futurs, j'avais dit que d'après mes calculs, je m'attendais à une ouverture du S&P entre 2915 et 2920. Il a ouvert à 2916. Le problème, c'est que dès qu'il a ouvert, il est monté pendant quelques minutes et puis tout de suite, il y a eu de la pression baissière qui s'est exercée sur l'indice. Alors, il y a ici un gap baissier, on le voit, qui date du 9 mars, un gap hebdomadaire. C'est une très grosse zone de résistance. Le S&P, il a gapé au-dessus et tout de suite, il a baissé pour le combler. Alors, il est midi et quart à Wall Street, donc on est sur des marchés maintenant qui sont en pause avec peu de mouvement. Les choses sérieuses vont reprendre à 14 heures, 15 heures fermeture du marché obligataire, 16 heures clôture de Wall Street. Ça va être extrêmement intéressant et important de regarder ce soir à 22 heures heure de Paris comment le S&P clôture. S'il clôture en laissant un petit espace de ce gap baissier ouvert, ça veut dire que tout n'est pas perdu pour effectivement avoir une petite continuation vers les 2934 points. Si en revanche, le S&P devait clôturer sous ces 2882 points, alors cela signifierait qu'il y a maintenant
3 paliers à surveiller à la baisse. Premier palier, 2840 points. C'est le gap haussier qui a été ouvert ici hier. Deuxième palier, le 50% de retracement et par la même occasion ce petit niveau de support à 2792 points. Troisième palier, les 2721 points qui sont le niveau de support de ce qui deviendrait la consolidation actuelle du S&P. Donc, si effectivement on considère que cette ouverture en gap haussier au-dessus de ce gap baissier du 9 mars était un piège, ce qu'on appelle en anglais un bull trap, alors il faudrait donc mettre sur la table l'éventualité d'une rentrée donc de l'indice en consolidation avec les 3 niveaux que je viens d'indiquer. Si le gap haussier d'hier matin restait intact et qu'à partir de ce niveau, on repartait de l'avant, il faudrait surveiller donc les 2900 points, qui serait donc le premier niveau dépassé qui signalerait que le marché est toujours en tendance. Et là, on vise 2934. Pour le moment, je n'ai pas de target au-delà de 2934 points sur le S&P, Falco. Merci Laurent. Tu veux nous montrer notamment le VIX. Qu'est-ce qui se passe sur le VIX? Alors, ça va faire partie maintenant des choses qui sont ouvertes à une double interprétation sur l'évolution des marchés aujourd'hui. Quand on regarde le VIX, on voit qu'il a cassé vendredi une zone de support importante à 36,82. Ça, c'est un signal de retour au calme, on va dire, puisque un VIX qui décroît, ça veut dire qu'on a un retour de l'appétit pour le risque qui, au contraire, lui, va croître. Donc, facteur positif, rupture du support à 36,82. Oui, mais on a un support ici, Falco, à 30,37. On le voit sur mon curseur. Or, ce support, pour le moment, qu'est-ce qu'il a généré? Un marteau, c'est-à-dire une figure, quand on regarde cette bougie, qui nous laisse penser qu'à partir de 30,37, il pourrait rebondir. Donc, ça veut dire 2 choses. Premièrement, surveiller le niveau à 36,82. C'est une polarité, c'est-à-dire un ancien niveau de support qui devient résistance. Si cette résistance est dépassée, ça veut dire que le VIX rentre maintenant dans une fourchette de prix entre 37 et 48 ici, et que dans cette fourchette de prix, on peut avoir effectivement un S&P qui rentre en consolidation. Si le VIX dépasse les 48 points, 48%, alors cela veut dire qu'il va y avoir un retour de l'aversion au risque beaucoup plus important, avec un retour possible sur 57. Et là, pour le coup, ça voudrait dire que le S&P va casser la zone de support à 2721. Donc, pour conclure sur le VIX, un facteur positif, la rupture du support. Un facteur moins positif, c'est le fait qu'à 30,37, il pourrait rebondir. Donc, il faut surveiller d'ici la fin de la semaine ce niveau à 36,82, 37, pour voir s'il est réintégré ou pas. Merci Laurent. Maintenant, on va regarder le market breadth. Comment ça se passe? Exactement. Alors, rapidement, je voulais vous remontrer cet aspect du marché, parce que vous allez le voir, on peut avoir une interprétation positive et ensuite, on va tout de suite la nuancer. Ce qui montre bien le contexte un petit peu de moments charnières sur les marchés. Quand on regarde le S&P, on voit qu'il est dans un trend qui est haussier avec une succession de creux et de sommets ascendants, avec un sommet actuellement qui est à peu de choses près équivalent au précédent. Donc, on est malgré tout dans un contexte qui est positif sur le S&P. Quand on regarde le S&P 1500, c'est-à-dire le S&P 500, plus le S&P 400 Mid Cap, plus le S&P 600 Small Cap, c'est-à-dire les 1500 actions qui représentent environ 90% de la cote aux États-Unis, et qu'on va tous les jours soustraire au nombre d'actions qui avancent celles qui reculent, et ça va nous donner donc une idée de la participation. On voit qu'on est sur une ligne qui vient de dépasser une zone de résistance et qui vient d'inscrire un nouveau plus haut. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire qu'on est sur une participation des actions du S&P 1500 qui progresse de manière positive. Le problème, entre guillemets, c'est quand on regarde les volumes
de ce S&P 1500 et qu'on va faire la même chose. On va soustraire au volume des actions qui avancent les volumes des actions qui régressent. Eh bien, on voit que le S&P 1500 volume Advance Minus Decline, lui, il est toujours sous son petit sommet. Et donc, si on arrivait à avoir une confirmation dans les prochains jours de cette ligne de participation du point de vue des volumes qui casse le précédent sommet, alors ça voudrait dire que les volumes haussiers l'emportent sur les volumes baissiers et que par conséquent, on a une confirmation du rallye actuel qui pourrait continuer plus haut. Si en revanche, on a un S&P qui stagne ou qui progresse, mais que les volumes à la hausse n'arrivent pas à dépasser ce petit sommet, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'en fait, les volumes sont très fins sur les transactions acheteuses et que par conséquent, il y a peu de participants qui contribuent à la hausse du S&P. Par conséquent, cette ligne S&P 1500 volume Advance Minus Decline, elle est importante pour moi à surveiller parce qu'en cas de non-confirmation, eh bien cela voudrait dire que si le S&P lui continue de progresser, il y aurait en fait sous une force apparente du courant acheteur une faiblesse sous-jacente qui commencerait à pointer. Merci, Laurent. Il y a encore un deuxième slide sur le market price, non? Ou on en a fini? Bah, là, Non, non. alors Ah à oui, 15 heures, tu m'as demandé effectivement oui, si on avait des small caps qui commençaient à surperformer oui, les big caps. Alors c'est toujours intéressant de regarder ce oui. ratio parce que quand effectivement on a un Russell 2000 qui progresse plus vite que le S&P, ça veut dire que les investisseurs sont suffisamment confiants pour payer les small caps qui sont par définition beaucoup plus risqués que les big caps, par exemple parce qu'elles ne payent pas de dividendes et puis surtout parce qu'elles sont beaucoup moins liquides et qu'en cas de baisse, les contreparties sont beaucoup plus difficiles à trouver et que la chute du Russell 2000 est donc beaucoup plus brutale. Alors, on voit donc que depuis le début de l'année, il y avait une vraie sous-performance des small caps par rapport au S&P et que là, on est en train de former une figure de consolidation avec une compression donc du ratio et potentiellement on a une sortie de ce triangle symétrique qui voudrait dire, a priori, que les small caps se mettent à surperformer. Alors, si le signal est avéré, c'est un signal de force qui plaide pour une continuation donc, de la hausse du rallye actuel sur le S&P, le Nasdaq, le Dow et le Russell. Si on a des small caps qui se mettent à surperformer, ça veut dire que l'appétit pour le risque reste intact. Si, mais ce n'est pas le cas, on avait une surperformance du ratio et que de l'autre côté, on avait également cette ligne des volumes du S&P 1500 qui se met à progresser et dépasser son sommet, bah ça serait boule, hein, tout simplement, Falco. Ça voudrait dire qu'on a concrètement un appétit acheteur qui reste intact sur le marché et qu'on pourrait avoir un S&P qui irait flirter avec les 3000 points. Si au contraire, on a des échecs sur cette ligne de ratio et sur les volumes, alors ça voudrait dire qu'on va au mieux rentrer en consolidation et au pire rentrer en correction. Merci, Laurent. Maintenant, tu vas nous parler de la MM50, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Oui, MM50. Pourquoi elle est si importante? alors ça, Falco, c'est le chart le plus important de la journée. Pourquoi? Vous avez en bas le S&P 500 qui est donc dans son trend haussier de court terme. Vous avez en haut le pourcentage des actions du S&P qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. On a 52% des actions du S&P qui sont actuellement au-dessus de leur MM50. Pourquoi ce chart est extrêmement important? Parce que mon travail fait que j'ai identifié une zone de résistance qui a toujours fonctionné dans tous les bear market rallyes depuis 2000, qui est entre 60 et 65%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que dans les bear market rallies, c'est-à-dire les rallyes de contre-tendance qui s'inscrivent dans des marchés baissiers, on peut avoir jusqu'à 60 à 65% des actions du S&P qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Mais si on dépasse
65%, ça veut dire que les probabilités pour que le S&P aille retester ses précédents sommets de février vont considérablement augmenter. Alors, ce que je vous dis, ça n'a rien de scientifique. On sait tous très bien que sur les marchés, que parfois, il y a des anomalies, parfois, c'est différent. Mais d'un point de vue statistique, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que pour le moment, la hausse qui est très puissante sur le S&P et qui, a priori, ce soir, me paraît un peu topiche, pourrait continuer de progresser vers les 60 à 65% d'actions du S&P au-dessus de leur MM50. Ici, on va avoir une sorte de plafond de verre. Soit effectivement, sur ce niveau, ça va recommencer à baisser, et ça veut dire qu'il reste peu d'upside sur le S&P avant une correction d'importance, soit ce niveau, il est largement dépassé, et là, ça voudra dire que le scénario de creux en V se renforce et qu'on peut tout à fait retourner sur les tops de février. Merci Laurent. Maintenant, on va partir dans notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand. Et ce soir, c'est Yvan qui a gagné, qui a proposé Peugeot. Qu'est-ce qui se passe sur Peugeot, Laurent? On est à l'intérieur d'un trading range de court terme sur Peugeot, dans une tendance de moyen terme qui, elle, reste toujours baissière. Mhm. Alors, il y a deux niveaux à surveiller. Là, pour le moment, sur Peugeot, on est vraiment au milieu du gué, hein, entre la borne haute à 13,86 €, qui est également le point de passage de la moyenne mobile 50 jours qui est baissière, et le point bas qui est à 11,30 €. Donc, pour le moment, on voit Peugeot qui est à l'intérieur d'un range, donc neutre. Au-dessus de 13,86, on passe positif, puisque nous aurons donc deux creux et deux sommets qui seront maintenant haussiers. Donc, une lecture possible d'une nouvelle tendance qui émerge avec un target entre 15 et 16 €. En revanche, si Peugeot échoue à rallier les 13,86 et se remettait à baisser sur les 11,30 €, alors le risque, c'est de voir ce niveau de support enfoncé et par conséquent, voir Peugeot retourner sur les plus bas du mois de mars, c'est-à-dire sur les 8,84 €. Donc, en synthèse, à moyen terme baissier, à court terme neutre, deux niveaux, 13,86 pour passer positif et 11,30 pour repasser négatif. Merci Laurent. Maintenant, on va regarder un scénario technique que tu avais ouvert. C'était hier ou c'était avant-hier? C'était hier, Ah Falco. là là, UCB, qu'est-ce qui se passe au UCB? Alors, UCB, j'étais donc positif, hein, sur cette pharma belge avec un target à 92,28. Bah, elle s'est arrêtée à 91, 96, quelque chose comme ça. On voit cette énorme mèche haute qui est venue donc chercher le target, mais qui s'est arrêtée avant. Et puis UCB s'est remis à baisser depuis. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont mis en œuvre avec le produit proposé, ou un autre produit d'ailleurs, hein, le scénario proposé hier soir, évidemment, quand vous voyez un titre qui va chercher l'objectif et qui le rate de 40 ou 50 centimes, ayez la présence d'esprit au moins de sortir un tiers, voire la moitié de la position ou toute la position. En ce qui nous concerne, on va sortir toute la position donc de UCB parce que maintenant on est dans une phase qui va durer 48 heures avec demain mercredi le FOMC à 20h30, la conférence de presse, et puis jeudi c'est Christine Lagarde qui va prendre le relais avec une journée spéciale BCE, une BCE qui, au passage, pourrait peut-être décevoir. Donc, on est maintenant sur des marchés qui vont se mettre tous en stand-by et surveiller chaque mot utilisé par Jérôme Powell et Christine Lagarde. Donc, sur UCB, Falco, je sors ce scénario de notre tableau. Parlons du tableau. Comment ça se passe dans le tableau? Il y a toujours le DAX et le S&P. Il faut, à mon avis, garder ces shorts sur le DAX et le S&P. Ce sont des produits de couverture, d'autant plus qu'il me semble que la lecture de marché qui serait topiche ne peut pas être totalement exclue. Sur UCB, on prend les profits et on sort UCB donc de notre tableau.
Merci Laurent. Maintenant, on a deux slides en fait avec les voilà, publications de demain d'abord. Donc on en a plein dans les US en fait. Ah oui. Alors demain, c'est le Boeing qui va publier donc ses résultats du premier trimestre. Facebook, Microsoft, Tesla et Qualcomm pour la tech US et puis General Electric également. Mhm. En France, on va avoir toujours dans le secteur aéronautique avec Boeing, Airbus et Safran. Et puis Michelin, Klépierre, Score, Unibail, Rémy Cointreau, Corian, Imerys, SPI et Mersenne. Et puis en Allemagne, il ne faut pas oublier nos amis allemands, Volkswagen, Daimler et Deutsche Bank qui vont publier leur chiffre d'affaires. Merci. Sinon, d'autres rendez-vous économiques demain? Énorme rendez-vous Oh là demain là. avec première estimation du PIB trimestriel aux États-Unis attendu à moins 4%, les promesses de vente des logements pour le mois de mars, moins 10%, les stocks de pétrole, on est mercredi demain, 10,6 millions. Et puis l'autre grand rendez-vous avec le PIB trimestriel, c'est évidemment le communiqué du FOMC, c'est à 20 heures. La décision de la Fed sur les taux d'intérêt, c'est à 20 heures. Des taux qui sont attendus inchangés. Mais ça sera surtout la conférence de presse de Jérôme Powell à 20h30 demain soir qui sera très importante et qui pourrait faire bouger les marchés. Merci Laurent. On a déjà quasiment à la fin de notre émission. Maintenant, on va régaler vite fait notre compte Twitter, non? C'est ça? Exactement, donc Ah, n'oubliez pas de vous abonner au compte Twitter de BNP Paribas Produits de bourse. Le nom du compte, c'est @BNPP Bourse avec des tweets toute la journée un certain Laurent sur Albi. voilà, sur différents actifs, des actions, des matières premières, des indices, des obligues, en daily, en weekly, en intraday, bref, tout ce qui semble intéressant d'un point de vue technique, eh bien, est rappelé sur ce compte Twitter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et pareil pour notre compte, notre oui, chaîne en fait YouTube, voilà, sur laquelle vous êtes souvent. Là, on voit plus le live parce que ça s'est arrêté avant. Mais on a en fait, on voit bien en fait qu'il y a cette rubrique Charts on Demand dans laquelle vous pouvez proposer des valeurs tous les soirs en fait. Notamment ce soir, c'était Peugeot qui a gagné Yvan, par Yvan. exactement. Donc comment ça se passe? En fait, il faut juste proposer dans le commentaire une fois que l'enregistrement est fini un valeur et après, c'est aux autres de voter pour vous, comme le fait Laurent pour Yvan. Allez, 12 ou 13 pouces, Laurent. 13 avec moi. Ah là là, 13 avec toi. Excellent, excellent. Bon, merci Voilà, mais beaucoup. c'est Yvan qui a gagné. Exactement. Juste, c'est Julien qui est arrivé en deuxième position Ouais, avec Intel. ouais, On pourra peut-être étudier Intel demain soir parce que c'est intéressant. avec plaisir. Et puis Jeff qui a toujours des super idées. Ah Alors il voilà. est arrivé en troisième position, Jeff, avec Française des Jeux. Peut-être que Jeff il pourrait reproposer, s'il nous écoute, Française des Jeux pour demain parce que je pense qu'il a des chances de gagner. Bon, on regarde tout ça demain soir et sinon, voilà, on se retrouve demain à midi pour un nouveau 100% marché et donc demain à midi à 15 heures et on va faire les prochaines 100% marché, pas après, pas à 18 heures, mais à 19 heures en replay, à mon avis. Merci beaucoup, Laurent, pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à midi. Bonne soirée, au revoir. Merci Falco, bonne soirée à tous, à demain.